La salle de conseil avait gardé le silence pendant 3 secondes entières avant que quiconque ne réalise que la PDG était sur le point de perdre son sang-froid. 50 millions de dollars étaient posés sur cette table de conférence, non en espèces, mais sous forme de plans structurels que tous les ingénieurs seniors et chefs de département avaient déjà approuvés. La femme en bout de table, connue dans l'industrie pour son contrôle inébranlable, fixait un écran avec une expression que personne dans la pièce n'avait jamais vue auparavant. Et debout près de la porte, tenant encore sa boîte à outils, se trouvait la dernière personne que quiconque s'attendait à voir au centre d'une crise de 50 millions de dollars. Que feriez-vous si la personne la plus négligée de la pièce s'avérait être la seule à voir la vérité? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Conrad Hay avait 28 ans et, pour quiconque le croisait dans le couloir, il correspondait exactement à ce que disait son badge, personnel de maintenance. Il portait un pantalon de travail gris et une chemise bleu marine unie. Il marchait avec une efficacité calme et silencieuse qui le rendait pratiquement invisible dans un immeuble rempli de gens qui croyaient que la présence exigeait du volume. Il était grand et mince, non pas de la manière polie de quelqu'un qui dépensait de l'argent pour les apparences, mais à la manière d'un homme qui ne gaspillait simplement pas d'énergie sur quoi que ce soit d'inutile. Il gardait ses outils organisés, arrivait à l'heure et faisait son travail sans avoir besoin de l'approbation de quiconque pour se sentir bien. Mais Conrad Hay n'avait pas toujours été un ouvrier de maintenance. 6 ans plus tôt, il avait été ingénieur en conception structurelle dans l'une des firmes d'infrastructures civiles les plus respectées de la côte Est. Il avait été considéré comme exceptionnellement talentueux, le genre d'ingénieur qui pensait en système plutôt qu'en composants, qui pouvait regarder un calcul de charge portante et sentir immédiatement les endroits où les mathématiques mentaient. Ses collègues appelaient cela de l'instinct. Ses professeurs l'avaient qualifié de rare. Lui l'appelait simplement prêter attention. Puis sa femme Rachel fut diagnostiquée d'un cancer de stade 3. Puis elle mourut. Puis il eut un fils de 5 ans nommé Lucas et un chagrin si lourd qu'il pouvait à peine passer une seule journée de travail sans que ses mains tremblent. Il quitta la firme. Il prit un emploi plus calme. Il continuait à coucher Lucas tous les soirs, à préparer les déjeuners chaque matin, à faire les mathématiques qui comptaient le plus pour lui, qui n'étaient pas les coefficients de charge, mais si son fils se sentait en sécurité. Lucas Hay avait 6 ans et était déjà étonnamment perspicace. Il remarquait des choses que les adultes manquaient. La façon dont son père devenait silencieux avant une tempête. La façon dont certaines chansons faisaient poser sa tasse de café à Conrad et fixer le vide. Lucas ne posait pas beaucoup de questions. Il restait simplement proche. Et cette proximité valait plus pour Conrad que n'importe quel titre, n'importe quel salaire, n'importe quel retour à la carrière qu'il avait quittée. Abigail Roche avait 27 ans et dirigeait une entreprise de technologie de construction avec la précision et l'intensité de quelqu'un qui n'avait jamais été invité à ralentir et à se tromper. Elle avait pris la direction de la firme 2 ans plus tôt à 25 ans après que le PDG précédent, un homme de l'âge de son père qui l'avait sous-estimé exactement une fois, eut démissionné. Sous sa direction, les revenus avaient presque doublé. Ses instincts pour le risque étaient aiguisés. Sa tolérance à l'erreur était essentiellement nulle, et sa capacité à lire une salle et à couper à travers le bruit l'avait rendue dans certains cercles véritablement crainte. Elle n'était pas cruelle de nature, mais elle était exigeante de la manière dont les gens deviennent exigeants quand ils ont été déçus trop souvent par des personnes qui étaient censées mieux savoir. Elle attendait de la compétence. Elle attendait de la responsabilité. Et elle attendait que les gens autour d'elle comprennent que lorsqu'il y avait 50 millions de dollars en jeu, il n'y avait pas de place pour le sentimentalisme. Sébastien Crétard avait 45 ans, le directeur de l'ingénierie de la compagnie et l'homme le plus directement responsable de la conception du système de pont qui était sur le point de tout changer. Il était confiant de la manière dont les professionnels expérimentés le deviennent parfois, non parce que le travail ne méritait pas d'examen, mais parce qu'il avait cessé de s'attendre à être surpris. Evelyn Grant avait 32 ans, l'assistante exécutive de la PDG, et la seule personne dans l'immeuble qui avait appris à distinguer quand Abigail Roche prenait une décision et quand elle commettait une erreur. Elle observait les gens depuis longtemps. C'était la compétence la plus précieuse qu'elle possédait. Aucun d'eux ne savait, le matin où cette histoire commence, qu'un appel de maintenance pour un projecteur en panne allait modifier la trajectoire d'un projet de 50 millions de dollars, les carrières de 3 personnes et la sécurité de tous ceux qui marcheraient un jour sur un pont qui avait failli devenir une catastrophe. Le projet portait officiellement le nom d'initiative du pont intelligent méridien. En interne, tout le monde l'appelait le pari de 50 millions de dollars, bien que personne ne le dise à voix haute devant Abigail. C'était le projet le plus ambitieux que la compagnie ait jamais entrepris.
Une série de structures de ponts intelligents interconnectés qui incorporeraient une surveillance de charge en temps réel, des systèmes de support adaptatifs et des boucles de rétroaction sur les contraintes environnementales. Si cela fonctionnait comme l'équipe d'ingénierie le promettait, cela établirait une nouvelle norme pour la conception d'infrastructures dans le pays. Si cela ne fonctionnait pas, les conséquences iraient bien au-delà du financier. La revue finale de la conception avait été programmée pour 9 heures du matin. À 8h55, la salle de conférence aux parois de verre au 14e étage était pleine. Sébastien Crétard se tenait près de l'écran de projection avec la posture particulière d'un homme qui avait déjà répété ses points de discussion et les avait trouvés satisfaisants. 6 ingénieurs l'entouraient, leurs documents de présentation organisés dans une séquence conçue pour communiquer une chose par-dessus tout. Nous avons pensé à tout. Abigail Roche arriva exactement à 9 heures. Elle s'assit en bout de table, posa son bloc-notes et regarda l'écran. Elle ne sourit pas. Elle ne fit aucune remarque d'ouverture. Elle dit, simplement, commencez. La présentation démarra bien. Le cadre conceptuel était solide. Les spécifications de matériaux étaient à jour. Le calendrier était ambitieux, mais défendable. Sébastien parcourut chaque section avec l'autorité calme d'un homme dans son élément, et la salle commença à se remplir de l'énergie particulière de gens qui croyaient regarder quelque chose qui allait fonctionner. Puis le projecteur tomba en panne. Ce ne fut pas une défaillance spectaculaire. L'image s'éteignit simplement, remplacée par un écran bleu d'erreur que personne à la table ne savait comment réparer. Un jeune associé essaya de redémarrer l'ordinateur portable. L'écran resta bleu. Quelqu'un appela les installations. 3 minutes plus tard, Conrad Hay franchit la porte avec une boîte à outils et une excuse discrète pour l'interruption. Il se dirigea vers le chariot d'équipement près du mur et commença à travailler sur le panneau de connexion à l'arrière de l'unité du projecteur. Personne ne lui prêta attention. C'était, en un sens, le but. Un ouvrier de maintenance dans une salle de conseil et du mobilier. Les gens regardent à travers lui comme à travers une fenêtre. La vitre est là, mais ce qui compte est ce qu'il y a dehors. Sauf que Conrad ne regardait pas dehors. Il regardait l'écran. Le projecteur s'était rallumé pendant la séquence de redémarrage, et la présentation avait avancé jusqu'à un schéma structurel, une coupe transversale détaillée des joints porteurs principaux du pont. Les mains de Conrad s'immobilisèrent sur le câble qu'il reconnectait. Ses yeux parcoururent le diagramme avec la vitesse de quelqu'un qui avait passé des années à faire exactement ce genre d'analyse. La géométrie était familière. L'architecture du système était familière. Le modèle de distribution des charges était un qu'il reconnaissait du fond de sa propre mémoire, d'années auparavant, d'un projet sur lequel il avait travaillé dans une firme précédente et qu'il n'avait jamais vu personne d'autre développer indépendamment. Mais il y avait un chiffre dans le coin supérieur droit du schéma qui était faux. Pas faux de manière évidente, pas le genre de faux qu'on remarque d'un coup d'œil rapide. C'était le genre de faux qui reste silencieusement à l'intérieur d'un calcul pendant des mois, accumulant de la pression. Comme une fissure capillaire accumule de la pression de manière invisible et inévitable jusqu'au moment où elle ne peut plus être contenue. Le coefficient de sécurité pour la tolérance à la charge dynamique avait été calculé en utilisant une base de température standard. Mais ce système de pont, tel que conçu, serait déployé dans une région avec une variation saisonnière de température significative. Dans ces conditions, la réponse de contrainte du matériau changeait. Le coefficient aurait dû être ajusté. Il ne l'avait pas été. Le chiffre à l'écran représentait un calcul techniquement dans les plages acceptées, mais pratiquement insuffisant pour les conditions réelles que la structure affronterait. Conrad posa son câble. Il resta très immobile un moment, regardant le chiffre. Il comprit avec la clarté de quelqu'un qui avait passé des années à réfléchir exactement à ces modes de défaillance qu'un pont construit selon ses spécifications ne tomberait pas immédiatement. Il tiendrait. Il ouvrirait. Les gens rouleraient dessus et marcheraient dessus et lui feraient confiance comme on fait confiance à des structures qui paraissent solides et ont été approuvées par des experts. Et puis, quelque part entre 6 et 8 mois après le début de l'utilisation en pleine charge portante, l'accumulation de contraintes aux joints principaux atteindrait un seuil que la conception n'avait pas prévu. Il regarda les gens à la table. Il ne le regardait pas. Il pensa à ce que cela signifiait de dire quelque chose. Il était un ouvrier de maintenance. Son habilitation ne s'étendait pas aux fichiers de conception. Son badge n'ouvrait pas les portes où ce genre de décision se prenait. S'il levait la main et disait « Il y a un problème avec votre coefficient de charge », on lui dirait de réparer le projecteur et de partir. Il le savait comme il savait la plupart des choses sur le monde qui l'occupait actuellement.
Non avec amertume, mais avec exactitude. Il pensa à Lucas, à la façon dont son fils lui avait demandé une fois après avoir regardé un documentaire sur l'effondrement d'un pont à l'étranger, si les ponts dans leur ville étaient sûrs, à la façon dont Conrad avait répondu oui et le pensait, parce qu'il avait passé des années à le rendre vrai pour d'autres personnes. Il sortit une tablette de travail de son sac. Il accéda au réseau partagé de l'immeuble, un point d'accès de maintenance standard que tout le personnel des installations utilisait pour enregistrer les rapports d'équipement et extraire les schémas techniques des systèmes qu'ils entretenaient. Le fichier de conception du pont était stocké sur le serveur de projet de la compagnie. Conrad n'était pas censé être dans ce dossier. Il n'avait aucune autorisation technique pour modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Il l'ouvrit quand même. La modification prit 4 minutes. Il changea une seule valeur, le coefficient de sécurité de charge dynamique, et ajouta une balise de commentaires avec une notation de drapeau qui apparaîtrait la prochaine fois que quiconque avec un accès admin ouvrirait le fichier. Il ne le signa pas. Il ne l'expliqua pas. Il ferma le fichier, termina de reconnecter le câble du projecteur, rangea son sac et quitta la pièce. Il prit les escaliers pour redescendre au niveau de maintenance et passa le reste de sa matinée à remplacer un filtre HVAC défectueux au 8e étage. Il ne dit à personne ce qu'il avait fait. Il n'était pas sûr que cela importerait un jour, mais c'était nécessaire, et donc il l'avait fait. Ce que Conrad ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était qu'Abigail Roche regarderait ce fichier à nouveau avant la fin de la journée, et que la notation de drapeau qu'il avait laissée serait la première chose qu'elle verrait. La présentation de l'après-midi reprit après que le problème du projecteur eut été résolu, et toute l'équipe d'ingénierie présenta sa séquence finale sans incident. Abigail écouta. Elle posa 3 questions, toutes précises. Toutes répondues de manière adéquate. À 14h15, elle renvoya la salle et dit à Evelyn de bloquer ses appels jusqu'à 16h. Elle resta seule avec les fichiers de conception pendant 40 minutes. Ce n'était pas inhabituel pour elle de le faire. Elle s'était appris au fil des années à diriger des gens techniquement plus expérimentés qu'elle à revenir aux documents sources après les réunions et à les lire sans la couche interprétative qu'une salle pleine de voix confiantes crée. Elle avait repéré 3 erreurs significatives de cette façon au cours des 2 dernières années. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Elle n'avait pas besoin de crédit pour être prudente. La notation de drapeau apparut quand elle ouvrit le schéma structurel principal. Ce n'était pas une explication détaillée. C'était simplement un marqueur rouge avec 2 mots, vérifier coefficient. Abigail ne savait pas quoi en faire. Elle regarda les métadonnées. Le fichier avait été accédé à 9h17 ce matin-là, exactement pendant la fenêtre où le projecteur était en panne et la présentation interrompue. Le journal système indiquait le point d'accès, une tablette de maintenance, numéro de badge assigné au personnel des installations. Elle consulta le registre des badges. Conrad Hay, technicien de maintenance, Niveau 2, aucune accréditation d'ingénierie au dossier. Elle regarda le schéma. Elle regarda le coefficient qu'il avait changé. Elle sortit la version originale du fichier du serveur de sauvegarde et les compara côte à côte. Le changement était minimal. Une seule valeur numérique passait de 2,1 à 2,47. Assez petit pour que personne dans un cadre de présentation ne le remarque. Assez significatif, elle commençait à le réaliser en lisant la balise accompagnante, pour importer dans certaines conditions. Elle ne se dit rien à voix haute, mais elle ressentit la chose qu'elle ressentait toujours quand une information arrivait sous une forme qu'elle n'avait pas anticipée, l'attention froide et concentrée de quelqu'un qui ne peut pas se permettre de se tromper. Elle appela Evelyn, trouve qui est Conrad Hay et amène-le dans la salle de conférence du 14e étage. Maintenant, Evelyn, à son crédit, ne demanda pas pourquoi. Elle appela le département de maintenance, transmit la demande et puis, parce qu'elle observait Abigail Roche depuis 3 ans et avait développé certains instincts, elle envoya discrètement un texto à Sébastien Crétard. À 15h45, la même salle de conférence qui avait accueilli une présentation technique polie 8 heures plus tôt s'était rassemblée autour d'un objectif très différent. Sébastien était là avec 2 de ses ingénieurs principaux. Evelyn se tenait près de la porte. Abigail était en bout de table. Conrad entra portant le même pantalon gris de travail qu'il avait porté ce matin-là. Il portait encore son badge à son clip. Il regarda la salle avec l'expression d'un homme qui comprit immédiatement dans quoi il entrait. Il ne détourna pas le regard. Il posa ses mains le long de son corps et attendit. Abigail ne perdit pas de temps. Vous avez accédé à un fichier de projet restreint ce matin. Vous avez modifié un paramètre de conception dans un projet d'infrastructure de 50 millions de dollars sans autorisation,
sans accréditation et sans en informer quiconque. Est-ce exact? Conrad dit, oui. Pourquoi? Il y eut un temps, non une hésitation, mais la pose d'un homme qui choisit ses mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Parce que le coefficient était faux, dit-il. Si vous construisez à partir de ce fichier, les joints porteurs principaux vont échouer. Pas immédiatement. Quelque part entre 6 et 8 mois après que le pont atteigne sa pleine charge opérationnelle. Cela dépend de la saison. L'hiver l'accélérait. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était le genre de silence qui se produit quand une salle pleine de personnes intelligentes entend quelque chose que leurs instincts traitent déjà avant que leur logique ne rattrape. Sébastien Crétard fut le premier à parler. Sa voix avait le tranchant particulier d'un homme dont l'autorité a été remise en question devant des gens qui le respectent. C'est une affirmation extraordinaire de la part d'un technicien de maintenance, dit-il. Nous avons une équipe de 6 ingénieurs structurels agréés qui ont passé 4 mois sur cette conception. Vous l'avez regardé pendant quoi? 15 minutes en réparant un câble, et vous pensez avoir identifié une faille qu'ils ont tous manquée? Conrad le regarda. Je ne pense pas l'avoir identifié. Je l'ai identifié. Que vous le croyez est une question séparée. L'expression de Sébastien changea de la manière dont les expressions changent quand une personne reconnaît que la réponse la plus efficace est le mépris. C'est une perte de temps pour tout le monde. Il ne comprend clairement pas la méthodologie que nous avons utilisée. Les coefficients de sécurité dans cette conception sont dans les normes standards. Conrad dit, pas dans la plage opérationnelle pour la région de déploiement. La variance de température entre janvier et juillet dans ce corridor crée une réponse de contrainte du matériau que votre calcul de base ne prend pas en compte. Les joints tiendront sous charge statique. Ils ne tiendront pas sous la combinaison de contraintes dynamiques et de cycles thermiques sur une période soutenue. Sébastien se pencha en arrière. Et vous savez cela parce que vous réparez des unités HVAC. La salle était entièrement immobile. Conrad ne haussa pas la voix. Il ne changea pas de posture. Il dit simplement la phrase qui resterait avec tout le monde dans cette salle pendant des années ensuite. Je sais cela parce que si ce pont échoue, des gens meurent. Et je sais à quoi ressemblent les mathématiques quand elles sont fausses. Abigail, qui n'avait pas bougé depuis le début de la réunion, observait Conrad avec le genre d'attention qu'elle réservait habituellement aux problèmes qu'elle n'avait pas encore résolus. Elle était entrée dans cette salle prête à être en colère. Elle était encore en colère de la manière dont les gens restent en colère quand ils ont aussi peur. Peur non de la personne devant eux, mais de ce que cela signifie si la personne devant eux a raison. Elle dit, vous n'êtes pas autorisé à accéder ou à modifier les fichiers de conception de la compagnie. Vous comprenez que ce que vous avez fait entraîne des conséquences graves? Oui, dit Conrad. Alors pourquoi n'avez-vous pas trouvé un autre moyen? Le signaler par les canaux appropriés. Soumettre un formulaire de préoccupation de maintenance. Il la regarda fixement parce que personne à cet étage ne savait que j'existais et parce que la revue était programmée pour signature en fin de journée. Il n'y avait pas de temps pour les canaux appropriés. L'honnêteté de cela était presque inconfortable. Non parce que c'était une excuse. Ce n'en était clairement pas une, mais parce que c'était exact et que tout le monde dans la salle le savait. Abigail soutint son regard. Puis elle dit à la salle, « Quelqu'un sortez le calcul du coefficient original maintenant et donnez-moi les données de variance thermique pour le corridor de déploiement du méridien. » Le silence qui s'installa dans la salle pendant qu'Evelyn sortait les documents du serveur était le genre qui se produit quand des personnes intelligentes commencent à soupçonner qu'elles sont sur le point d'être embarrassées et ne peuvent pas encore calculer l'ampleur. Sébastien regardait l'écran par-dessus l'épaule d'un de ses ingénieurs avec l'expression d'un homme qui espère simultanément être disculpé et commence à comprendre que l'espoir ne suffira peut-être pas. Conrad resta où il se tenait depuis son arrivée. On ne lui avait pas offert de siège. Il n'en demanda pas. Abigail dit, « Vous avez 2 minutes. Expliquez-moi cela. » Conrad s'approcha de l'écran. Il afficha le schéma structurel que l'équipe avait vu pour la dernière fois dans la présentation du matin. Il n'utilisa pas de pointeur. Il se tint simplement à côté de l'image et parla de la manière dont les gens parlent quand ils savent quelque chose depuis longtemps et n'ont pas besoin de performer la certitude parce qu'ils l'ont simplement. Le système de pont utilise une conception de poutre composite continue sur la travée principale, dit-il. Le modèle de charge est correct pour les conditions statiques. Le problème est ici. Il indiqua la notation du joint de charge dans la section supérieure. Le facteur de sécurité de charge dynamique a été calculé à 2,1.
Ce chiffre est tiré d'un modèle de référence standard qui suppose une plage de température de 40 degrés Fahrenheit sur un cycle de 12 mois. Le corridor de déploiement de ce projet connaît une plage d'environ 73 degrés. Cette différence importe parce que le matériau composite a une courbe de réponse de contrainte qui n'est pas linéaire sur cette plage. Il marqua une pause exactement le temps nécessaire pour s'assurer que la salle suivait. Sous le point de congélation, le matériau se contracte et se rigidifie. Cette rigidité augmente la fragilité à l'interface du joint. Sous charge dynamique soutenue, qui est exactement ce que vous obtenez du trafic, du poids et des vibrations, le taux d'accumulation de fatigue à ces joints augmente d'environ 31% par rapport à ce que le modèle prédit. Au coefficient original de 2,1, vous avez une marge. Mais la marge est consommée par cette différence de 31%. Après 6 à 8 mois de pleine charge opérationnelle en cycle saisonnier, la marge disparaît. Le joint échoue. L'une des ingénieures de Sébastien, une jeune femme nommée Dana, qui n'avait pas parlé une seule fois pendant la présentation du matin, avait ouvert un programme de calcul sur son ordinateur portable et faisait des chiffres en silence pendant que Conrad parlait. Personne ne lui dit d'arrêter. Sébastien dit, « La spécification du matériau que nous avons utilisé a été validée dans des environnements avec des plages de température similaires, longueurs de poutres différentes. » Conrad dit, « Et des projections de volume de trafic différentes. Les travées du méridien sont 43% plus longues que les structures de référence dans cette étude de validation. L'accumulation de contraintes augmente de manière non linéaire avec la longueur de la travée. Les données de validation ne se transfèrent pas directement. » La salle avait cessé de ressembler à une réunion disciplinaire. Elle ressemblait maintenant à quelque chose d'autre, comme une revue d'ingénierie, sauf conduite par un homme dont le dernier rôle formel d'ingénierie personne dans cette salle ne connaissait encore. Evelyn, qui se tenait près du mur du fond, observait le visage d'Abigail avec l'attention soigneuse de quelqu'un qui lit un document dans une langue qu'elle a étudiée mais pas maîtrisée. Elle vit le moment bref, presque imperceptible, où quelque chose derrière les yeux d'Abigail passa de l'hostilité au calcul. Dana leva les yeux de son ordinateur portable. Sa voix était calme. À la correction de variance thermique. Si j'applique le coefficient ajusté à la longueur de travée actuelle et à la charge de trafic projetée, le seuil de défaillance. Elle regarda Sébastien. Il a raison pour la marge. Avec le chiffre original, nous opérerions à 4% du seuil de défaillance sous condition de pointe. Ce n'est pas une marge sûre pour ce genre de structure. Sébastien resta très immobile. Conrad ne reconnut pas la déclaration de Dana. Il ne regarda pas Sébastien. Il regarda Abigail. J'ai changé le coefficient à 2,47, dit-il. Cela restaure la marge à un niveau approprié pour les conditions opérationnelles. Cela nécessitera de recalculer les spécifications de renforcement des joints, environ 3 à 4 jours de travail pour une équipe compétente. Le reste de la conception est solide. Abigail ne dit rien pendant un long moment. La salle attendit d'elle comme les salles attendaient toujours d'elle avec le mélange particulier d'attention et de tension qu'une dirigeante gagne quand les gens autour d'elle ont appris que ces silences se terminent par des décisions. Dana regardait encore son ordinateur portable. Elle dit presque pour elle-même, le modèle de base pour ce système, l'architecture de surveillance de charge adaptative, j'ai vu quelque chose comme ça auparavant, pas largement publié. Il y avait un livre blanc d'une firme appelée Blanchard Structural, publié il y a environ 7 ans. Le nom de l'auteur était. Elle s'arrêta. Elle leva les yeux. Elle regarda Conrad. Conrad ne dit rien. Dana afficha le document sur son écran. Elle lut la ligne d'auteur. Elle tourna l'ordinateur portable pour que son écran fasse face à la salle. Le document s'intitulait Tolérance de charge dynamique dans les systèmes de ponts composites à température variable. L'auteur était listé comme Conrad R. I., ingénieur concepteur senior, Blanchard Structural Analytics. La salle ne fit aucun bruit. Abigail lut l'écran. Elle le relut. Puis elle regarda Conrad I., l'ouvrier de maintenance, l'homme à la boîte à outils et au pantalon de travail gris et au badge qui disait niveau 2 installation, et dit la seule chose qui semblait appropriée. Qui êtes-vous? Il ne répondit pas immédiatement. Non parce qu'il composait une histoire, mais parce que la question méritait de l'exactitude, et l'exactitude sur qui il était prenait un moment pour s'organiser en mots qui entraient dans une salle de conférence. J'étais ingénieur en conception structurelle, dit-il. Niveau senior chez Blanchard pendant environ 4 ans. Avant cela, recherche de 3e cycle en matériaux composites et systèmes de charge dynamique au Georgia Tech. Il marqua une pause. J'ai quitté le domaine il y a 6 ans.
Abigail dit. Pourquoi? Raison personnelle. Elle le regarda avec l'expression de quelqu'un qui trouve cette réponse incomplète, mais qui a assez d'informations pour reconstruire la forme. Elle n'insista pas. C'était peut-être la première fois dans la réunion qu'elle choisissait de ne pas le faire. Sébastien n'avait pas parlé depuis que Dana avait posé l'ordinateur portable sur la table. Il regardait le livre blanc avec l'expression d'un homme qui traitait plusieurs choses à la fois, les données techniques, leurs implications, et l'implication significativement plus inconfortable en dessous, qui était la question d'où le modèle de conception de son équipe provenait réellement. Parce que l'architecture du système méridien, le cadre de surveillance de charge adaptative, la configuration de poutres composites, la conception de la boucle de rétroaction n'étaient pas standards. Elle était distinctive. Elle reflétait un ensemble de choix d'ingénierie qui avaient une origine intellectuelle spécifique. Et l'homme qui avait développé l'origine intellectuelle de ces choix se tenait dans la salle en pantalon gris de travail. Dana fut celle qui le dit. Elle le dit calmement sans accusation parce qu'elle était ingénieure et qu'elle s'intéressait plus à l'exactitude qu'au confort. Sébastien, dit-elle, le modèle de base pour le système méridien. D'où provenait-il? Sébastien dit. J'ai tiré de la littérature de recherche existante. Ce livre blanc était dans la bibliothèque de référence. Dana dit. Je peux le voir dans la documentation source des fichiers, le cadre, l'algorithme de tolérance adaptative. Il est adapté de cela, du travail de Haï. Elle regarda son écran. Mais l'adaptation a changé la variable de compensation thermique. C'est là que l'erreur est venue. Quelqu'un a modifié le modèle original sans tenir compte de la plage complète de paramètres que la méthodologie originale exigeait. L'exactitude de cela ne fut pas contestée. Elle ne pouvait pas l'être. La documentation était là. Conrad ne regarda aucun d'eux en particulier. Il regarda un point quelque part dans le milieu de la distance. De la manière dont une personne regarde quand elle sait quelque chose depuis longtemps et n'a pas encore décidé comment se sentir en l'apprenant à voix haute. Il avait reconnu l'architecture dans la présentation du matin. Il avait su en la voyant à l'écran qu'elle était dérivée de son travail. Il n'avait rien dit à ce sujet. Ni quand il avait corrigé le fichier. Ni quand il avait été amené en haut. Ni pendant toute son explication de l'erreur. Il n'avait pas dit, c'est ma conception. Vous avez utilisé mon travail. Vous l'avez changé incorrectement. Il avait dit, le coefficient est faux, et voici pourquoi. Abigail Roche se leva. C'était la première fois qu'elle bougeait de sa chaise depuis le début de la réunion. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et resta un moment le dos à la salle. Pas longtemps, peut-être 8 secondes, puis elle se retourna. Son expression avait changé. La précision froide était encore là. Mais en dessous, il y avait quelque chose d'autre. L'énergie contenue et inconfortable d'une personne qui a tenu une position qui n'est plus défendable et qui vient de l'admettre à elle-même. Elle regarda Sébastien. Vous avez construit un projet de 50 millions de dollars sur une recherche modifiée sans vérifier la modification contre la méthodologie originale. Sébastien dit, la recherche a été adaptée par l'équipe. Abigail dit, vous étiez responsable de l'équipe. Sa voix était égale. C'était, à sa manière, pire que la colère. Vous étiez responsable de la méthodologie. Vous avez signé ses spécifications. Si ce projet était passé à la construction. Elle s'arrêta. Elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Elle regarda Conrad. Vous avez trouvé l'erreur. Vous l'avez corrigée. Vous n'avez rien dit sur le fait que la conception sous-jacente venait de votre travail. Ce n'était pas pertinent pour la correction, dit Conrad. C'est extrêmement pertinent, dit Abigail. Elle le regarda un long moment. Non, dit-elle, cela ne change pas les mathématiques, mais cela change tout le reste. Ce qui se passa dans les 20 minutes suivantes fut le genre de choses que les personnes présentes décriraient différemment selon ce qu'elles ressentaient sur l'autorité, la responsabilité et la difficulté spécifique de regarder une personne puissante faire quelque chose de véritablement difficile. Abigail Roche se tourna vers Sébastien Crétard et, sans hausser la voix, lui dit que son emploi à la compagnie était terminé avec effet immédiat. Elle lui dit de laisser ses cartes d'accès à Evelyne en sortant. Elle lui dit que le projet était suspendu en attendant une réévaluation complète de la méthodologie source et des spécifications corrigées. Elle dit tout cela en 3 phrases. Sébastien quitta la salle. Il n'argumenta pas. Il n'y avait plus rien à argumenter à ce stade. Les 2 ingénieurs restants regardèrent leurs ordinateurs portables, le mur, leurs mains. Evelyne ferma son bloc-notes. Abigail regarda Conrad. Elle dit,
Je veux vous offrir le poste d'ingénieur structurel principal sur le projet Méridien, revue complète des accréditations, contrat à rédiger dans les 72 heures. Compensation au niveau senior. Vous auriez pleine autorité sur les spécifications redessinées et un accès de rapport direct à moi. La salle était très calme. Conrad ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux un moment, non exactement vers le sol, mais vers l'intérieur. De la manière dont les gens regardent quand ils consultent quelque chose qui ne peut pas être lu de l'extérieur. Evelyne, qui l'observait, pensa qu'elle comprenait ce qu'il consultait. Elle avait vu des parents le faire auparavant. Cette qualité précise de pause. J'apprécie l'offre, dit-il. Mais j'ai un fils. Il a 6 ans. Mon horaire actuel est construit autour de lui. Ramassage à l'école, soirée, la routine dont il dépend. J'ai quitté ma carrière une fois parce que ma famille avait besoin de moi. Je ne suis pas en position de reprendre un rôle senior qui exige le genre d'heures que ce rôle exige normalement. Abigail ne dit rien pendant un moment. Elle traitait quelque chose, non la logistique de l'offre, mais l'architecture de la personne devant elle. Elle avait passé 2 ans à prendre des décisions dans des salles comme celle-ci. Elle avait embauché des gens et licencié des gens et restructuré des équipes et redirigé des projets et négocié des contrats. Elle était très bonne à tout cela. Mais elle se tenait devant un homme qui, en une seule journée, avait empêché une catastrophe structurelle, avait démontré une expertise qui dépassait chaque ingénieur accrédité dans son immeuble, avait refusé d'utiliser cette expertise pour un avantage personnel, et avait refusé un poste senior parce que cela affecterait la routine de son fils. Et elle ressentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait regardé le monde à travers une lentille qui avait un angle mort qu'elle n'avait jamais examiné. « De quoi auriez-vous besoin ?» dit-elle. « Pas ce que le rôle exige. De quoi auriez-vous besoin pour l'accepter ?» Conrad la regarda. C'était, il le reconnut, un genre différent de questions par rapport à celle qu'elle avait posée. Ce n'était pas un défi. Ce n'était pas une stratégie. C'était une enquête sincère offerte par quelqu'un qui avait décidé que la réponse importait plus que les termes qu'elle avait préparés à l'avance. Il dit, horaire flexible. Je dois être disponible à 7h30 et 15h15 chaque jour sans exception. J'ai besoin d'une capacité de travail à domicile pour au moins 3 jours par semaine. J'ai besoin d'une équipe qui communique par écrit afin que j'ai un registre et puisse repérer les problèmes dans la documentation, pas seulement en réunion. Et j'ai besoin de l'autorité d'arrêter n'importe quelle phase de ce projet si j'identifie un problème de sécurité sans passer par 3 niveaux d'approbation d'abord. Evelyne nota tout cela. Abigail hocha la tête. Elle dit, ce sont des conditions raisonnables. Conrad ne dit rien. Abigail Roche fit alors quelque chose qu'aucune des personnes dans la salle, y compris Evelyne qui la connaissait depuis 3 ans, ne l'avait jamais vue faire. Elle dit, clairement, sans qualification ni adoucissement, « Je vous dois des excuses. La façon dont cette réunion a commencé, la façon dont je vous ai parlé était mauvaise. Pas procéduralement mauvaise, personnellement mauvaise. Vous êtes entré dans une salle où personne ne savait qui vous étiez, vous nous avez dit la vérité sur quelque chose qui aurait pu blesser des gens, et j'ai répondu en vous traitant comme une menace. Je suis désolé. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était simplement plein. De la manière dont le silence est plein quand quelque chose de vrai a été dit et que rien n'a besoin d'être ajouté. Conrad dit, « J'accepte le poste. » L'initiative du pont intelligent Méridien fut officiellement mise en pause le lendemain matin. Un avis officiel fut envoyé aux partenaires contractuels, citant une revue de méthodologie programmée, langage standard. Rien qui suggérait la quasi-catastrophe qui avait été évitée discrètement. Dans les 72 heures, Conrad avait signé un contrat, récupéré son nouveau badge, un niveau d'habilitation différent cette fois, et s'était assis avec Dana et l'équipe d'ingénierie restante pour commencer à reconstruire les spécifications de conception depuis le début. Il apporta le livre blanc original avec lui, non comme une déclaration, non comme une preuve de quoi que ce soit, simplement comme la version la plus complète de la méthodologie. Il guida l'équipe à travers elle de la manière dont un enseignant guide des étudiants à travers une démonstration. Non en leur disant la réponse, mais en leur montrant le raisonnement afin qu'ils puissent le suivre et éventuellement l'étendre eux-mêmes. Dana s'avéra véritablement excellente. Elle avait compris le problème de variance thermique avant que Conrad n'ait fini de l'expliquer dans la salle de conférence, ce qui lui dit quelque chose d'important sur l'origine de l'erreur de conception. Elle n'était pas venue des ingénieurs faisant le travail quotidien. Elle était venue de la direction qui leur avait été donnée et de la supervision qui avait été absente au-dessus d'eux. Conrad travailla 3 jours par semaine au bureau, comme il l'avait négocié. Les autres jours,
Il travaillait depuis la table de la cuisine dans l'appartement où lui et Lucas vivaient, le même appartement où il avait passé 6 ans à reconstruire une vie qui ne ressemblait en rien à celle qu'il avait planifiée, et qui s'était avérée importer bien plus. Lucas, qui savait maintenant que son père avait un nouveau travail impliquant des ponts, et quelque chose à propos du chiffre 2,47, prit l'habitude de dessiner des ponts dans son carnet de croquis et de les laisser sur le comptoir près de la cafetière. Les spécifications révisées furent terminées en 11 jours. La conception corrigée passa à une revue structurelle indépendante avec 2 consultants en ingénierie amenés de l'extérieur de la compagnie. Les 2 consultants notèrent l'ajustement de variance thermique et l'appelèrent dans leur rapport une correction techniquement rigoureuse et nécessaire qui démontre une prévoyance opérationnelle approfondie. Conrad lut leur rapport. Il le posa. Il alla chercher Lucas à l'école. Abigail Roche, pour sa part, ne publicisa rien de cela. Elle absorba l'expérience en privé, réorganisa plusieurs processus de supervision d'ingénierie de la compagnie, et mit en place un protocole de revue de documentation qui exigeait que toutes les adaptations de méthodologie soient retracées à leur recherche source avant qu'un projet puisse passer à l'étape de signature finale. Elle découvrit aussi discrètement quel avait été le salaire de Conrad Hay dans son dernier poste d'ingénierie. Elle lui offrit un contrat à 22% au-dessus de ce taux. Quand il le signa, elle ne fit pas de discours. Elle dit simplement « Merci de ne pas l'avoir laissé échouer ». Il dit « C'est le travail ». Les ponts méridiens, quand ils furent finalement construits 14 mois plus tard sur un calendrier révisé qui tenait compte de la reconception, devinrent l'un des exemples les plus cités d'ingénierie de ponts intelligents dans le pays. Le système de surveillance de charge adaptative fonctionna exactement comme la méthodologie originale l'avait prédit. Au cours du premier hiver après la construction, les capteurs de contrainte thermique signalèrent un schéma de pression à l'un des joints secondaires que le système ajusta automatiquement précisément comme conçu. Personne qui roulait sur ces ponts ne savait rien de cela. Ils savaient seulement que la structure portait leur poids et les amenait en sécurité de l'autre côté, ce qui était en fin de compte la seule chose qui avait jamais été exigée d'elle. Conrad Hay traversa l'un de ces ponts un samedi matin de novembre avec Lucas sur le siège arrière. Lucas, qui avait reçu une version très simplifiée de ce que le nouveau travail de son père impliquait, pressa son visage contre la vitre de la voiture pendant qu'il traversait et dit « C'est l'un de tes ponts, papa ». Conrad regarda les câbles de suspension contre le ciel gris de novembre. Il pensa à une salle de conférence, un projecteur, un chiffre qui avait été silencieusement faux. Il pensa à ce qu'il en avait coûté de dire quelque chose et à ce qu'il en aurait coûté de ne pas le dire. « Oui, dit-il. Celui-ci est le mien. » L'histoire de Conrad Hay et du projet Méridien n'est pas, en son cœur, une histoire d'ingénierie. C'est une histoire sur l'écart entre la façon dont nous voyons les gens et qui ils sont réellement, et le prix que nous payons. Parfois littéralement et parfois de manière que nous ne calculons jamais quand cet écart reste non corrigé. Chaque organisation a une version de Conrad. Une personne dont la position formelle ne reflète pas ses connaissances réelles. Quelqu'un qui s'est retiré d'une carrière pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la capacité et tout à voir avec les exigences d'une vie qui réclamait toute son attention. Ces personnes se déplacent dans les couloirs, les salles de conférence et les étages de travail avec des titres qui ne vous disent rien d'utile sur elles. Et la question n'est pas de savoir si elles existent toujours, mais si les structures autour d'elles sont conçues pour les entendre ou pour les regarder passer. L'erreur dans la conception du méridien n'était pas un échec d'intelligence. Les ingénieurs de cette équipe étaient compétents. Les données sur lesquelles ils travaillaient étaient réelles. L'erreur était un échec de vérification. Spécifiquement, l'échec de retracer une méthodologie jusqu'à son origine et de confirmer que l'adaptation qu'ils avaient faite préservait les conditions sous lesquelles l'original était valide. C'est un échec de processus. C'est aussi un échec culturel parce que la culture de l'organisation avait produit une structure dans laquelle la confiance d'un directeur senior était traitée comme équivalente à la rigueur. Conrad n'a pas parlé par les canaux officiels. Il vaut la peine de s'attarder là-dessus un moment, non pour l'excuser mais pour le comprendre. Il avait calculé avec exactitude que les canaux officiels ne produiraient pas une réponse à temps. Il avait fait un jugement sur ce qui était nécessaire en sachant qu'il y aurait des conséquences et avait agi quand même. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui ne comprend pas l'autorité. C'est le comportement de quelqu'un qui la comprend assez bien pour savoir quand elle est insuffisante. Le silence des compétents est souvent pris pour l'absence d'opinion. Les gens très bons dans leur travail n'annoncent pas souvent eux-mêmes. Ils ne font pas campagne pour la reconnaissance. Ils ne s'insèrent pas dans les conversations pour démontrer ce qu'ils savent. Ils attendent jusqu'au moment où ce qu'ils savent est réellement nécessaire et alors ils le disent une fois, clairement,
sans ornementation. Et parce que ce n'est pas ainsi que la plupart des institutions sont conçues pour recevoir l'information, le message arrive fréquemment à la mauvaise adresse et est classé dans la mauvaise catégorie. La leçon, s'il y en a une qui peut être emportée d'une salle de conseil dans la vie quotidienne de n'importe quelle organisation, est celle-ci. La personne qui répare votre projecteur peut comprendre votre problème mieux que tout le monde dans la salle qui détient un titre. La question est de savoir si vous avez construit une salle, une culture, un ensemble d'habitudes, une façon de prêter attention qui rend possible de les entendre avant que le coup de ne pas les entendre ne devienne réel. Conrad Hay n'a jamais cessé d'être d'abord un père. Il n'a jamais cessé de croire que le travail importait pour ses propres raisons, indépendamment de la reconnaissance qu'il recevait. Et par un matin gris de novembre, en traversant un pont qui avait failli être une catastrophe et était devenu quelque chose de sûr et durable, il dit la vérité à son fils de 6 ans. Celui-ci était le sien et il avait tenu.